bienvenue sur le plateau du Morning d'I24 News. Merci à vous de nous être fidèles avec moi ce matin. Yael Bornstein, bonjour. Bonjour Nathalie. Merci d'être avec nous ce matin. Et Simcha Epstein, historien, merci de nous avoir rejoints et d'avoir accepté notre invitation. On va tout de suite faire un tour par les kiosques du Moyen-Orient. C'est l'heure de la revue de presse. On va commencer, comment s'en passer avec les négociations. Justement, il y a une suite à ces négociations. Comment ça se... Moi, je ne sais plus. En tout cas, ce matin, la presse et les médias du Moyen-Orient ont l'air de dire qu'apparemment, il est possible qu'il y ait une suite. Regardez cet article de Ynet, la version online du quotidien à grand tirage Yediot Aharonot. Sur la photo, Abou Mazen en compagnie de Hilik Bar du Parti travailliste. Selon des sources officielles à Ramallah, le président de l'autorité palestinienne se serait montré favorable à rallonger les pourparlers de 9 mois supplémentaires contre l'engagement de dessiner les frontières du nouvel État palestinien. Et cette nouvelle est largement reprise dans le quotidien gratuit proche du pouvoir Israël Hayom. Le titre que je vous traduis, malgré l'attentat, une réunion de négociation est prévue pour aujourd'hui. L'article insiste qu'elle a été reportée pour ne pas avoir lieu en même temps que l'enterrement du surintendant en chef Baruch Mizrahi, victime de l'attentat de lundi dernier. Et cette entrevue aura lieu entre la ministre de la Justice et chef des négociations, Tzipi Livni, et son homologue palestinien Saeb Barikat. Quant à Martin Indyk, l'émissaire américain qui va venir se greffer à cette réunion, il doit atterrir et bien dans les heures à venir. Et je vous propose de clore ce chapitre avec cette caricature, toujours dans Israël Hayom. On y voit John Kerry, souriant et confiant, comme un magicien de la paix, annonciateur de la fin de la violence. Pouf, c'est fini. Et de l'autre côté, un terroriste palestinien muni d'une Kalachnikov qui dit paf, 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 ça ne fait que commencer. Oui, à Gaza, à côté Gaza, le Hamas qui compte des victimes dans ses rangs. Oui, alors c'est l'information qui nous est rapportée par la version online de la chaîne de télévision Al Jazeera. On parle de 3 personnes tuées dans les mots employés par la terminologie locale. Et donc, je cite, 3 combattants palestiniens pour la paix ont trouvé la mort dans une suite d'explosions près de Khan Younes. Il n'a pas été clarifié la raison de ces bombardements, mais l'hypothèse d'un raid israélien a pourtant été cette fois écarté rapidement. Le porte-parole du ministère de la Santé a émis l'hypothèse d'un accident d'entraînement, je cite, toujours dans une base d'entraînement de résistance palestinienne, alors que des témoins oculaires ont déclaré que l'explosion venait d'une maison privée. On va passer à présent, Yael, à la Jordanie. On va revenir sur ce sujet plus en détail avec Simcha Epstein tout à l'heure, mais on va passer à la Jordanie. Et pour la première fois depuis le début des affrontements, un raid aérien a été mené dans sa région frontalière avec la Syrie. Absolument, je vous invite à regarder cette nouvelle dans le site Énergie, la version online du quotidien centriste Ma'ariv. Pour la première fois depuis le début des affrontements en Syrie, l'armée de l'air jordanienne a bombardé des véhicules blindés qui essayaient de traverser la frontière jordanienne. Sur la photo, Bachar el-Assad et le roi Abdallah de Jordanie dans des jours meilleurs. Et on retrouve cette information dans le site du quotidien libanais en langue française, L'Orient le jour, qui rapporte la réaction de Damas qui se dédouane et assure que des véhicules blindés en question n'appartenaient pas à l'armée syrienne. Et puis du coup, de l'autre côté de la frontière, les rebelles syriens accusent eux une nouvelle attaque chimique. Oui, vous voyez plutôt cette information dans le quotidien libanais en langue anglaise The Daily Star qui rapporte que l'opposition syrienne accuse Assad d'une nouvelle attaque chimique hier, faisant plusieurs dizaines de blessés. Et on parle de cette information en Israël aussi dans le site Ynet qui n'a pas hésité à poster un lien de YouTube montrant un homme recevant des soins et de l'oxygène suite à l'assaut chimique sur la ville d'Alep hier. Et Assad encore, à quelques semaines seulement des élections en Syrie, Assad se sent invincible. C'est le titre du quotidien israélien de gauche, Haaretz. Bachar el-Assad sera-t-il réélu pour un nouveau septennat? C'est ce que lui croit dur comme fer. Pourtant, la guerre civile et les rebelles ne représentent pas de menace réelle pour lui, alors que ça sera la première fois que des candidats se présentent contre lui. Il avait été réélu, je vous le rappelle, en 2007 avec le score on ne peut moins étonnant de 97,63% des voix. Voilà donc des prévisions et des élections que l'on suivra bien évidemment sur I24 News. On va terminer avec une note humoristique, il en faut aussi ce matin, la famille fenouillard israélienne qui est en vacances. Et oui Nathalie, c'est les vacances de la Pâque juive de Pessah, les écoliers sont en congé et les parents se désespèrent de leur trouver des activités qui les sortiront le nez de leur ordinateur. Comme on le voit sur cette caricature de Haaretz, les 4 enfants tous très occupés sur leur smartphone, alors que les parents sont super motivés et essayent de leur montrer les merveilles de l'architecture et l'histoire du pays. Ça n'a pas l'air de les passionner. On le voit sur ces photos. Merci beaucoup, Yael. Merci Nathalie. Merci à vous. À tout à l'heure pour d'autres sujets.
jeudi 17 avril, l'heure d'un rapide rappel des titres. Reprise des discussions entre Israéliens et Palestiniens après un report. C'est donc finalement aujourd'hui que Tzipi Livni, Saeb Erekat, les négociateurs israéliens et palestiniens, se rencontrent à Jérusalem sous l'égide de l'émissaire américain Martin Indyk, de retour dans la région pour l'occasion. Des discussions sous haute tension au lendemain d'un attentat près de Hébron qui a coûté la vie à un officier de la police israélienne. La confrontation avec les insurgés pro-russes de l'Est de l'Ukraine a tourné à la déroute pour les forces du pouvoir pro-européen de Kiev hier. Et ce, quelques heures seulement avant des pourparlers décisifs à Genève. La fédéralisation de l'Ukraine, ce sera sûrement la position qui sera défendue par les Russes aujourd'hui lors de ces pourparlers qui s'annoncent des plus tendus. Corée du Sud, peu de chances de survie pour les 290 disparus du ferry. Les gardes-côtes et les plongeurs de la marine sud-coréenne ont repris leurs recherches ce matin à bord du ferry qui a chaviré hier sur la côte méridionale de la Corée du Sud. L'accident a fait au moins 6 morts, 179 personnes ont été sauvées, mais 290 restent donc toujours portés disparus. Et notre image aujourd'hui, c'est ce but extraordinaire de Gareth Bale contre le FC Barcelone en finale de la Coupe du Roi de football d'Espagne. Le Gallois du Real Madrid qui a littéralement déposé son adversaire pour donner la victoire à son équipe après une course de plus de 40 mètres. Et vous l'avez vu, pour le plus grand bonheur de son coéquipier star, Ronaldo. On en a parlé déjà avec Yael ce matin dans la revue de presse. Le processus de paix qui semble toujours au point mort et signe que les choses n'avancent pas. Une rencontre prévue hier entre négociateurs israéliens et palestiniens a été reportée. Une autre rencontre a en revanche bel et bien eu lieu, celle entre Mahmoud Abbas et les figures de l'opposition israélienne. Les précisions de Tal Shalev et Daniel Zeri. Tandis que les négociateurs israéliens et palestiniens tentent de résoudre leurs différends afin de prolonger les négociations, de violents incidents continuent ces derniers jours de renforcer le sentiment d'insécurité. L'attaque qui a coûté la vie à un citoyen israélien lundi soir à Hebron a été suivie d'affrontements intenses entre police israélienne et fidèles palestiniens sur le mont du Temple à Jérusalem ce mercredi. Les chances de paix sont au plus bas. La direction politique israélienne montre du doigt les provocations palestiniennes. En Israël, on appelle à durcir le ton. Mais à Ramallah, des députés israéliens persistent à dire qu'Abbas est le seul partenaire. Un petit groupe de parlementaires israéliens, tous de l'opposition, sont allés à la rencontre du président de l'autorité palestinienne à Ramallah. Objectif, discuter des possibilités de prolonger les négociations et de surmonter l'impasse actuelle des pourparlers. Nous avons accepté de continuer les discussions jusqu'au 29 avril, mais certaines demandes doivent d'abord être satisfaites. C'est la troisième fois en un an que cette délégation israélienne se déplace à Ramallah. Une délégation prônant la solution des deux États et le dialogue avec la direction palestinienne. Mais cette fois, l'actualité a pris le dessus. Netanyahou et d'autres ministres de droite ont accusé l'autorité palestinienne pour cette attaque qu'elle n'a pas dénoncée et ont demandé à ce que cette visite soit repoussée. Mais selon les députés, Abbas a bien condamné les violences au cours de leur rencontre. Il s'est cependant bien gardé de le faire face aux caméras. Nous lui avons dit que nous condamnons l'attaque à Hebron et nous étions contents de savoir qu'il l'a aussi condamné, comme il le fait pour tout acte de terrorisme. Les derniers attentats et autres affrontements ajoutent toujours plus d'incertitude à un processus de paix déjà mal en point. Mais l'opposition israélienne croit encore à la paix. Elle maintient des relations proches avec Abbas. Donc voilà, on l'a entendu, cette rencontre, ce n'était pas la première initiative de la gauche israélienne. Quel en était l'objectif ? L'objectif, c'est qu'il faut continuer à parler. Il faut continuer à parler. Le processus de paix est important en tant que processus et il est important aussi avec l'espoir qu'il va aboutir. Donc c'est tout à fait normal et tout à fait naturel. Il y a dans le gouvernement des secteurs du gouvernement qui sont favorables à la poursuite des négociations. Il y en a qui font tout pour saboter les négociations, notamment l'extrême droite et le parti d'extrême droite qui est représenté au gouvernement. Et c'est tout à fait normal et légitime que l'opposition cherche à maintenir le contact. Selon vous, ces initiatives, elles servent les intérêts de qui ?
elles servent les intérêts d'Israël dans la mesure où Israël a un intérêt fondamental qui est celui de faire la paix avec les Palestiniens. C'est un intérêt qui est à la fois un intérêt historique, c'est un intérêt immédiat aussi, et donc il faut faire la paix. Bien entendu, il faut faire la paix dans des conditions qui nous satisfassent, c'est-à-dire des conditions... Bon, il y a un prix à payer, pour toute chose il y a un prix à payer, il y a un grand nombre de problèmes qui doivent être réglés, qui ne sont pas encore réglés, le problème de la sécurité, le problème de la démilitarisation de l'État palestinien, le problème des frontières, tous ces problèmes doivent être réglés. Mais l'intention doit être fondamentalement d'aboutir à ce que même Netanyahou a accepté et de ce que la majorité du public israélien accepte, à savoir 2 États, 2 peuples, 2 États. Mais ces députés, en revanche, ils représentent une infime minorité, une frange très particulière de la population. Et puis hier, on l'a entendu, une tribune quand même contre la droite israélienne, autant de la part de Mahmoud Abbas que de ses députés. Écoutez, je ne suis pas au courant de tout ce qui a été dit, mais n'oubliez pas que nous sommes un pays démocratique. Dans un pays démocratique, on parle librement. Et donc, si la gauche israélienne considère, ce qui selon moi est exact, qu'il y a une partie du gouvernement, pas la totalité du gouvernement, mais une partie du gouvernement qui fait tout pour saboter le processus de paix, et ils le font de manière d'ailleurs intelligente, ils le font de manière intelligente, de manière légitime. Ils ont été élus pour empêcher une paix avec les Palestiniens et ils font ce qu'ils peuvent pour le faire. Je ne mets pas en cause la légitimité de leur activité. Ce que je mets en cause, c'est simplement le fait que, à cause précisément de ces tentatives de blocage, le gouvernement ne peut pas progresser autant qu'il le voudrait. Et quand je dis le gouvernement, je parle à la ligne médiane qui est représentée par Netanyahou, le Premier ministre. Je ne parle pas de la ligne extrême, si vous voulez, qui serait représentée par Tzipi Livni. Je parle même de la ligne médiane. Donc, selon vous, ce blocage, il est le principal responsable de cet échec, c'est le gouvernement israélien, pas forcément les Palestiniens. Non. Les Palestiniens ont leur part de responsabilité, leur grosse part de responsabilité. Et je le répète, moi personnellement, je suis très inquiet sur les questions de sécurité, c'est-à-dire de démilitarisation, que la démilitarisation de l'État palestinien soit garantie pour longtemps. Donc, il y a des véritables problèmes, et sur ces véritables problèmes, je ne pense pas que les Palestiniens progressent comme ils devraient progresser. Alors, une question notamment... Oui. Il y a une responsabilité palestinienne qui est indéniable. Il y a aussi une responsabilité israélienne. Une question notamment qui se pose. Mahmoud Abbas, qui s'est déclaré hier, prêt à poursuivre les négociations au-delà des 9 mois impartis, c'est-à-dire jusqu'au 29 avril de cette année, en l'échange d'une assurance de discuter sur la question des frontières. Jusqu'à présent, on n'en a pas parlé. C'est vrai, mais d'un autre côté, la question des frontières devra être traitée à un moment ou à un autre, si vous voulez, puisque 2 États, ça veut dire des frontières. Et sur la question des frontières, il y a d'ailleurs une espèce de consensus. Moi, je considère que quand vous faites la liste des problèmes qu'il faut régler, les frontières sont les plus simples, à savoir les frontières de 67, avec les changements qui sont liés à ce qu'on appelle les gouchim, ou les blocs d'implantation. Et donc, c'est accepté par la grande majorité des Israéliens, c'est accepté par les Palestiniens, en échange, bien entendu, d'autres territoires qui leur seront donnés. Et si vous voulez, paradoxalement, la question des frontières semble être la plus facile. Je le répète encore une fois, la question de la sécurité me paraît beaucoup plus... Et pourtant, manifestement, elle n'a pas été discutée, cette question. Non, elle n'a pas été discutée, parce que ce qui s'est passé dans ces négociations, c'est qu'on a très peu parlé sur les problèmes de fond, on a surtout parlé sur les questions de procédure, quand est-ce qu'on se retrouve, quelles sont les conditions pour lesquelles on accepte de continuer, etc. Donc, vous avez raison, on n'en a pas beaucoup parlé. Ceci dit, il faut en parler. Il faut en parler. Autre thème duquel on a voulu parler, mais on n'a pas forcément beaucoup traité, le caractère juif de l'État d'Israël. C'était une condition sine qua non imposée par Benyamin Netanyahou. Côté palestinien, on refuse. Oui, alors là, il y a un problème de fond qui mérite véritablement qu'on s'y attache. Les Palestiniens, si on interprète caractère juif au sens religieux, il y a là un problème parce qu'un État ne se définit pas, et c'est vrai, sur la base de sa religion. Mais si on présente le problème comme un problème national, à savoir les Juifs sont un peuple. Les Juifs sont un peuple, il a aussi sa religion, il a une grande partie des Juifs qui ne sont pas religieux d'ailleurs. Les Juifs sont un peuple qui a traversé l'histoire, un peuple qui a 4000 ans d'histoire, une histoire à la fois mouvementée, superbe. Bon. Donc les Juifs, comme les Français, comme les Belges, comme les Tchèques, ont droit à un pays. Si on présentait ça sous un angle national et non religieux, la revendication ou la demande de Netanyahou est tout à fait légitime. À savoir, les Juifs
comme toute autre nation, ont droit à un État-nation. Bon. Alors, donc, de ce point de vue-là, Netanyahou a raison de présenter ça. Et il y a quelque chose d'inquiétant et de désagréable dans le refus des Palestiniens de l'admettre. Il y a quelque chose, même, ça pose une espèce de point d'interrogation concernant l'avenir. Mais là, je voudrais faire une remarque supplémentaire, si vous le voulez bien, très rapidement. Nous-mêmes, à l'intérieur d'Israël, nous tendons à donner beaucoup trop de poids à la religion dans la définition de ce que nous sommes. Et pour des raisons qui tiennent à la fois au poids des religieux dans notre vie politique et dans notre système éducatif, nous tendons à dire qu'un État juif, c'est un État religieux juif. Eh bien, moi, je dis non. Un État juif, c'est un État national juif. Nous sommes une nation, notre nation a précédé la religion, notre nation va au-delà de la religion. Beaucoup d'entre nous ne sont pas religieux. Toute notre histoire au 19e et au 20e siècle n'est pas une histoire religieuse juive, etc. Et voilà, et ce serait le sujet d'un débat en soi. Merci beaucoup, Simcha Epstein, d'avoir été avec nous sur ce plateau. À suivre dans le Morning, les Algériens qui sont, vous le savez, appelés aux urnes ce matin pour une élection présidentielle qu'Abdelaziz Bouteflika devrait remporter sans surprise. On part à Alger juste après le journal. Retour sur le plateau du Morning. On ouvre à présent une page consacrée à l'Afrique et on commence tout de suite par l'Algérie. Vous le savez, les Algériens sont appelés aux urnes ce matin pour une élection présidentielle que le chef d'État sortant, Abdelaziz Bouteflika, devrait remporter. Sans surprise, on fait tout de suite le portrait de l'homme qui détient le record de longévité à la tête du pays. Abdelaziz Bouteflika, vétéran de la politique algérienne, et son parti, le Front de Libération Nationale, sont en chemin vers une 4e élection présidentielle. Mais sa santé est chancelante, notamment après un accident vasculaire cérébral soigné dans un hôpital parisien il y a quelques mois. Résultat, impossible pour lui de faire campagne et du coup certains Algériens le surnomment désormais le candidat invisible. Mais son contrôle du pays reste ferme et ses chances de gagner certaines. Il n'y a rien qui peut faire perdre aujourd'hui Bouteflika. Il bénéficie du soutien de l'appareil d'État, de l'administration, partout dans tout le pays. Imaginez, c'est un pays immense, c'est 5 fois la France. Il a les mairies, les sous-préfectures, les préfets qui ont été nommés par ses soins. Donc il contrôle tous les rouages du fonctionnement d'un pays. Abdelaziz Bouteflika est arrivé au pouvoir dans les années qui ont suivi l'indépendance du pays, grâce à son mentor et héros de la Révolution, Ouari Boumedienne. En 1963, à 25 ans seulement, il devient le plus jeune ministre des Affaires étrangères du monde. Il devient l'héritier de Boumedienne, mais à sa mort en 1978, c'est la désillusion. Contraint à l'exil à cause de tensions au sein du FLN, il ne reviendra que dans les années 90, après ce que l'on appelle désormais la décennie noire. Ce n'est qu'avec le début de la guerre civile, avec le début des problèmes en 92 en Algérie, qu'on recommence, que le pouvoir commence à se demander si finalement on ne va pas faire appel à lui pour essayer de donner de nouveau une dimension internationale, une stature internationale à l'Algérie. Et il refuse. Il refuse parce qu'il demande les pleins pouvoirs. Abdelaziz Bouteflika réussit alors à restaurer l'ordre public et assure son contrôle du pouvoir pour les 15 ans qui suivent. La démocratie, la liberté et la justice, un état de droit et de justice sont des demandes légitimes que personne ne peut ignorer. Son bilan économique fait du tort à sa popularité. Les prix des denrées alimentaires montent en flèche et le taux de chômage élevé font grandir la contestation, notamment le mouvement Barakat contre un 4e mandat. On est ici, ensemble, pour dire non à un pouvoir totalitaire, non à un 4e mandat, non à des gens qui ont 80 ans, 70 ans, ils ne veulent pas passer le flambeau. Abdelaziz Bouteflika a des candidats solides face à lui. Parmi eux, son ancien Premier ministre, Ali Benflis, est une voix puissante contre un 4e mandat. Alors on va tout de suite se rendre à Alger. Nous sommes en ligne avec une journaliste algérienne, Nesrine Siafif. Nesrine, bonjour, merci d'avoir accepté de nous répondre ce matin. Comment ils se sont réveillés les Algériens ce matin? Est-ce qu'ils vont se rendre aux urnes? Allô? Bonjour Nesrine, vous nous entendez?
Oui, pardon, vous pouvez répéter la question? Comment se sont réveillés les Algériens ce matin? Est-ce qu'ils ont décidé de prendre le chemin des urnes? Bon, écoutez, il est 7h42. Tout le monde est encore couché parce que c'est pas le moment de voter. C'est à partir de 9h. D'accord, donc on verra plus tard si la participation qui est crainte, le taux de participation est craint, on verra plus tard s'ils iront donc voter. Dans quelle atmosphère, on va parler plus de la campagne, dans quelle atmosphère s'est déroulée la fin de la campagne? Bon, la fin de la campagne était très mouvementée avec des accusations de part et d'autre. Ce qu'on déplore. Allô? Oui, on vous entend, Nesrine. Ce qu'on déplore, c'est les discours en disait du vrai sens de la campagne. Il y avait plus une guerre de clans que d'idées de programme. Surtout entre les deux adversaires principaux, bien sûr. On a souvent entendu que l'opposition a été muselée pendant cette campagne. C'est votre sentiment à vous aussi? En Algérie, on n'a pas encore d'opposition, on a des opposants. Des personnes qui ne sont pas satisfaites. Mais l'opposition, proprement dit, doit avoir une alternative. Or, aucun parti de la soi-disant opposition ne proposait une alternative pacifique et démocratique. Merci Nesrine, merci beaucoup et bonne journée de vote donc en Algérie. Bonne journée à vous. Jeudi 17 avril, l'heure tout de suite d'un rapide rappel des titres et on parle de cette reprise des discussions entre Israéliens et Palestiniens. Après un report, c'est donc finalement aujourd'hui que Tzipi Livni et Saeb Erekat, les négociateurs israéliens et palestiniens, se rencontrent à Jérusalem sous l'égide de l'émissaire américain Martin Indyk, de retour dans la région pour l'occasion des discussions sous haute tension au lendemain d'un attentat près de Hébron qui a coûté la vie à un officier de la police israélienne. Et puis les dernières informations qui nous proviennent de l'Ukraine. 3 pro-russes ont été tués selon le ministère de la Défense ukrainien. La confrontation avec les insurgés pro-russes de l'Est du pays qui a tourné à la déroute pour les forces du pouvoir pro-européen de Kiev hier. Et ce, quelques heures seulement avant des pourparlers décisifs à Genève. La fédéralisation de l'Ukraine, ce sera sûrement la position qui sera défendue par les Russes aujourd'hui lors de ces pourparlers qui s'annoncent des plus tendus. Corée du Sud, peu de chances de survie pour les 290 disparus du ferry. Les gardes-côtes et les plongeurs de la marine sud-coréenne ont repris leurs recherches ce matin à bord du ferry qui a chaviré hier sur la côte méridionale de la Corée du Sud. L'accident a fait au moins 9 morts. C'est le nouveau bilan avec 179 personnes qui ont été sauvées, 290 qui restent toujours portées disparues. Et notre image aujourd'hui, c'est ce but extraordinaire de Gareth Bale contre le FC Barcelone en finale de la Coupe du Roi de football d'Espagne. Le Gallois du Real Madrid qui a littéralement déposé son adversaire pour donner la victoire à son équipe après une course de plus de 40 mètres pour le plus grand bonheur de son coéquipier et star Ronaldo. Toujours dans notre page Afrique, donc on reçoit sur ce plateau Laura Duhamel. Bonjour. Laura, je vous emmène pour l'instant au Kenya. On va reparler avec vous dans quelques minutes de Boko Haram, de ses implications au Cameroun, au Nigeria, au Niger également. Mais on parle du Kenya. Les violences perpétrées par les islamistes ces dernières années ont porté un coup, vous le savez, un coup au tourisme. Le tourisme qui est l'une des principales sources de revenus du pays. Reportage. Les plages blanches de Mombasa s'étendent à l'horizon, de plus en plus désertes. Les Kenyans viennent toujours ici pour nager et se détendre, mais les touristes étrangers se font rares. Alors que le Kenya a longtemps été l'une des destinations les plus populaires en Afrique, l'image du pays s'est détériorée ces dernières années. Il y a 2 touristes qui étaient à Lamu et ont été emmenés de force en Somalie. Du coup, les gens se sont dit que c'était dangereux d'aller au Kenya et que vous pouviez être l'une des victimes. Tsuma a perdu beaucoup de clients. Ses affaires ont diminué de 2/3 par rapport à sa meilleure période, avant les violences post-électorales mortelles de 2007-2008. Entre les kidnappings à l'île de Lamu en 2011, l'attaque du centre commercial à Nairobi
qui a fait au moins 67 morts l'année dernière, et des vagues de violences religieuses à Mombasa, la réputation du Kenya a basculé. Or, le tourisme est l'une des plus grosses sources de revenus du pays, juste après l'agriculture. Le secteur a généré 3,5 milliards d'euros en 2011 et emploie 12% de la population active. Le Kenya subit aussi la concurrence de pays voisins comme la Tanzanie, où les touristes peuvent aussi profiter des plages et des safaris, souvent pour moins cher. L'entrée dans le fameux parc du Serengeti coûte $60 par jour, contre $90 pour le Masai Mara kényan, juste de l'autre côté de la frontière. Violence, crise économique, concurrence accrue, l'industrie touristique kenyane souffre de nombreux maux. Mais à Mombasa, on ne désespère pas que la tempête passe et que les touristes associent un jour de nouveau leur pays avec la savane, les couchers de soleil sur la mer et un peu d'aventure. Laura, vous avez grandi au Sénégal, on s'éloigne un peu du Kenya et on remarque aussi qu'à chaque fois dans ce pays également qu'il y a un cycle de violence, ça touche le tourisme, c'est un peu l'histoire qu'on vit ici aussi en Israël. Oui, ça touche n'importe quel pays, pas seulement l'Afrique. Au Sénégal, c'est la Casamance qui est surtout touchée par la violence, mais le tourisme au Sénégal aujourd'hui se porte plutôt bien, ce qui est une bonne chose. Bon, allez, on va changer d'horizon. Lundi, plus de 100 jeunes filles ont été enlevées par des membres du groupe armé Boko Haram. Est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui sur ce qui s'est passé? Alors on en sait malheureusement pas beaucoup. Ce qu'on sait, c'est que lundi, dans la soirée, des hommes de Boko Haram sont arrivés en camion et en moto près d'un lycée du nord-est du Nigeria. L'armée n'a pas réussi à les arrêter. Ils ont alors pénétré dans ce lycée où ils ont enlevé plus de 100 jeunes filles qu'ils ont emmenées en camion. Selon plusieurs témoins qui ont été présents sur place, on sait aujourd'hui que certaines ont réussi à s'échapper en sautant des véhicules. Quant aux autres, aujourd'hui, nul ne sait où elles sont. On sait simplement qu'un des camions a été retrouvé abandonné dans la brousse. Et puis aujourd'hui, ce sont pour l'instant les seuls indices dont on dispose malheureusement. Les seules informations que nous ayons. Le même jour, on note un autre événement. Une gare routière, cette fois à Abidjan, la capitale fédérale, a été frappée par un attentat terrible. 75 morts, 141 blessés. Un attentat, lui aussi, marqué par le sceau Boko Haram. Oui, alors ce groupe islamiste, vous le disiez, fait malheureusement de plus en plus parler de lui. C'est notamment celui, on s'en souvient, qui avait pris en otage l'an dernier une famille de 7 Français, dont 4 enfants. Mais Nathalie, les Occidentaux ne sont pas les seuls touchés. Boko Haram sévit surtout au nord-est du Nigeria, où il terrorise véritablement la population locale. Alors c'est un groupe qui s'est fondé il y a plus de 10 ans et qui veut imposer la charia. Son nom, Boko Haram, signifie « l'éducation occidentale est un péché » et d'ailleurs il s'attaque régulièrement aux établissements scolaires de façon terrible. En février, par exemple, 43 élèves ont été assassinés, égorgés dans leur sommeil par des islamistes, et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Par contre, jusque-là, aucun enlèvement de masse visant des jeunes filles n'avait encore été signalé, et aujourd'hui, le sort de ces dernières reste extrêmement difficile à déterminer. Donc on voit bien, on a franchi un cap. Alors, organisation terroriste, groupe ou secte, en tout cas, quels sont les véritables objectifs de Boko Haram? On va faire le point là-dessus, c'est important. Alors, on va revenir au début des années 2000, année où Boko Haram apparaît. La secte est alors dirigée par un certain Mohamed Youssouf qui prône une application stricte de la charia. Mais attention, les chrétiens ne sont pas les seuls visés par ces violences terroristes. Non, ces salafistes extrémistes de Boko Haram tuent en majorité des musulmans qu'ils accusent de ne pas appliquer correctement la charia. Et c'est une forme de terrorisme, Nathalie, qui ressemble étrangement finalement à celle qui était pratiquée, qui est toujours pratiquée par les talibans afghans. À noter d'ailleurs que la pratique de l'enlèvement de jeunes filles pour en faire des esclaves sexuels est en effet fréquente en Afghanistan. Mais donc si je comprends bien, leurs revendications, elles sont essentiellement religieuses. Essentiellement, mais pas seulement, parce que Boko Haram revendique aussi plus de justice sociale. C'est une revendication d'ailleurs qui faisait à l'époque de Mohamed Youssouf, un homme très charismatique. Il avait pignon sous rue. Alors le tournant se produit en 2009. En 2009, des militants de Boko Haram sont blessés lors d'un contrôle de police. S'ensuit alors plusieurs attaques de la secte qui sont réprimées massivement par l'armée du Nigeria. Mohamed Youssouf est alors arrêté. Il est tué par les policiers nigérians sans autre forme de procès. Et c'est à ce moment-là finalement que le mouvement devient clandestin et qu'il se radicalise. Et puis autre tournant, il y a 4 ans, en 2010, quand un certain Aboubacar Shekau
prend la tête de la secte, il prend le relais. Ces revendications aujourd'hui sont beaucoup plus floues, elles sont d'ailleurs plus crapuleuses comme le montrent notamment les attaques de banques. Et puis aujourd'hui, eh bien, les attaques de Boko Haram redoublent de violence, redoublent de cruauté et elles terrorisent véritablement la population. Écoutez justement le témoignage d'une victime de l'attaque de la gare routière qui a eu lieu lundi. Quand je suis arrivée dans le parc, le bus dans lequel je suis entrée était plein. Donc ils m'ont demandé d'attendre. J'ai dit je ne peux pas rester debout. Alors ils m'ont donné un autre billet. Quand je suis venue en entrant dans le second bus après que j'ai obtenu le billet, c'est à ce moment-là qu'il a explosé. J'étais sur le point d'entrer et je suis tombée sur le dos. Il y avait des gens sur le sol mais je n'ai pas pu. Je me suis levée immédiatement et j'ai quitté le parc. Laura, comment on explique que jusqu'à présent, les forces armées nigériennes, elles ne parviennent pas à lutter vraiment efficacement contre Boko Haram? Alors il y a plusieurs raisons. Le vrai problème qui est dénoncé finalement, c'est la corruption de l'armée nigériane. On sait que des sommes colossales sont investies en matière de sécurité. Plusieurs milliards de dollars, c'est vraiment énorme. Mais ces milliards restent entre les mains de dirigeants corrompus, ne sont pas vraiment investis sur le terrain. Donc ça, c'est le premier problème. Autre problème, eh bien, la mauvaise réputation de l'armée au Nigeria. Alors, un état d'urgence a été instauré en mai 2013 justement à cause des violences, des actes terroristes perpétrés par Boko Haram. L'armée a donc été déployée dans le nord-est du pays, mais elle y commet beaucoup d'exactions. Et donc, en réaction, de nombreux habitants de cette région ont choisi de soutenir Boko Haram. Alors, Boko Haram qui, quant à lui, s'est mis à éliminer des villages entiers suspectés de collaborer avec les forces de sécurité. On est là dans un véritable cycle de violence qu'il apparaît très difficile de contrôler. Et puis aujourd'hui, finalement, après ce terrible enlèvement de plus de 100 jeunes filles, le gouvernement de Goodluck Jonathan est très fortement mis en cause dans son incapacité à enrayer le conflit. Donc on verra comment il réagira. Merci beaucoup. Merci. Laura, vous nous en reparlerez sur ce plateau. Merci sur ce point très intéressant, donc sur cette secte Boko Haram. Restez avec nous sur i24 News à suivre la réunion quadripartite prévue aujourd'hui à Genève. Pourra-t-elle mettre un terme à l'engrenage ukrainien? On va tenter de faire le point dans quelques instants, juste après le journal, avec notre invité. On posera donc nos questions à Eliezer Chabrovski. Sur le plateau du Morning. Merci à vous de nous être fidèles. On va parler de l'Ukraine dans cette partie de notre édition. Avec moi sur ce plateau, Yael qui nous a rejoint et Eliezer Chabrovski. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. On va parler avec vous dans un instant de cette rencontre qui doit se tenir à Genève, cette rencontre quadripartite. En attendant, je vous rappelle cette information qui nous est parvenue il y a quelques minutes maintenant, et c'est 3 pro-russes qui ont été tués selon le ministère de la Défense ukrainien. On parle d'une dizaine d'autres blessés, toujours selon des sources ministérielles. On va partir pour l'Ukraine, au bord de la guerre civile. On fait tout de suite le point, on en parle juste après. Des hommes cagoulés à la mairie de Donetsk, une vingtaine de militants pro-russes armés sont entrés mercredi matin dans le bâtiment où des séparatistes avaient déjà proclamé une république souveraine. Ils ont revendiqué l'organisation d'un référendum sur la fédéralisation de l'Ukraine. Premièrement, nous souhaitons envoyer un message au Parlement de l'Ukraine pour demander l'adoption d'une loi sur les référendums locaux. Deuxièmement, nous voulons que le conseil municipal facilite l'organisation d'un référendum local sur l'autodétermination de la région de Donetsk le 11 mai. Des insurgés séparatistes avaient pris le contrôle du siège de l'administration régionale de Donetsk lors d'une manifestation le 6 avril dernier. Ils l'occupent depuis. Dans la ville de Slaviansk, des soldats ne portant aucun insigne sont venus renforcer le camp pro-russe ce mardi. L'Ukraine avait alors lancé ses forces contre les insurgés. Ce mercredi, le Premier ministre ukrainien a dénoncé les démarches russes. D'après ce que j'observe, la Fédération de Russie a commencé à exporter un nouveau produit. Au-delà de l'exportation de pétrole et de gaz, la Russie a commencé à exporter le terrorisme en Ukraine. Il semblerait qu'il y ait un seul pays dans le monde, à savoir la Russie, qui ne voit pas que des groupes infiltrés russes commettent ces actes de terrorisme sur le territoire ukrainien.
Un bras de fer à l'issue incertaine, une réunion internationale entre le secrétaire d'État américain John Kerry et ses homologues européens, ukrainiens et russes aura lieu à Genève jeudi pour tenter de résoudre la crise. Ces pourparlers s'annoncent difficiles. Les chances d'aboutir à un accord sont jugées très faibles par les experts. Ils prévoient de nouvelles sanctions contre le secteur financier russe si l'instabilité se poursuit. Alors c'est pour parler, Eliezer Chadorovski, on doit en attendre quoi? Je pense d'abord qu'il faut comprendre quels sont les enjeux. Et ces enjeux, ils ne sont pas nés d'aujourd'hui. Je vais essayer de vous présenter la situation telle qu'elle est vue en Russie aujourd'hui. La Russie voit que depuis 20 ans, elle a essayé de jouer, ou elle a été forcée de jouer d'après les règles du jeu à l'occidental. Mais d'un autre côté, elle se voit cantonnée, elle se voit repoussée, elle voit ses arrière-bases, elle voit ses zones d'influence céder une après l'autre à la culture européenne occidentale, aux valeurs occidentales, aux organisations occidentales, l'OTAN, et elle se voit repoussée à des limites infimes. Et c'est aujourd'hui qu'elle se sent elle veut revenir à un statut impérial, à un statut de superpuissance. Et donc c'est ça que va défendre la Russie tout à l'heure, dans les heures à venir à Genève, lors de cette réunion quadripartite, la fédéralisation de l'Ukraine, notamment pour la reprendre sous son giron. Oui, il faut savoir que la fédéralisation de l'Ukraine, ça fait partie d'une notion qu'on peut appeler l'irrédentisme. En Ukraine, par exemple, c'est vu comme un premier pas avant son démembrement, avant tout simplement le parcellement de l'Ukraine, Est, Ouest, russophone, occidentaliste, etc. Ce qui fait que, par exemple, quand vous parlez, vous ne pouvez pas mentionner le terme fédéralisme quand vous êtes à Kiev. C'est quelque chose, c'est presque une trahison. Et pourquoi? Parce qu'à Kiev, qui est plus occidentaliste, là, on joue la carte de l'Occident, étant entendu que ni en Russie, ni en Ukraine, on n'a foi ni en l'Europe, ni aux États-Unis. Et ça c'est encore une chose à voir. Mais là, ce qui se joue, c'est un conflit où la Russie veut avant tout prouver que l'Ukraine, aujourd'hui, ni il y a 10 ans, ni il y a 20 ans, Ukraine indépendante, autonome, ça ne tient pas la route. En Russie, on ne parle même pas de peuple frère, on parle de peuple unique, de peuple un, des deux côtés des frontières. Et de leur point de vue, l'Ukraine autonome, c'est une erreur historique, c'est une erreur de Khrouchtchev, c'est une erreur de Yeltsin. C'est le résultat d'une faiblesse de l'Empire russe qui doit être réparée. Petit à petit, la Crimée, et d'ailleurs il faut savoir que l'Ukraine, elle est seulement la première en liste. Mais ensuite, il y a d'autres territoires. Est-ce que vous mentionniez il y a quelques secondes la Crimée, est-ce qu'on doit s'attendre à ce que la Russie demande officiellement le rattachement à l'Occident de la Crimée à la Russie, le rattachement à la Russie. Oui. Oui, bien entendu. Elle ne voit... Ça va faire partie des exigences de Poutine lors de cette réunion? Je ne sais pas si ça va faire partie de l'exigence. Je parle de la stratégie d'en haut. Je ne sais pas quels vont être les détails de tout cela, mais tout simplement parce qu'effectivement, la Russie, elle est aussi vulnérable. Économiquement, elle est vulnérable de certains points de vue, elle est très vulnérable, c'est-à-dire, et c'est pour ça qu'elle n'attaque pas ouvertement. On dit en Ukraine, on parle des hommes en vert, des petits hommes en vert qui sont déguisés en camouflage, etc., mais qui sont en fait véritablement des agents pro-russes qui essayent de déstabiliser l'Ukraine. Alors justement, tout est question de lexique, de vocabulaire, de déguisement et puis aussi de propagande. On l'a entendu souvent dans les médias russes notamment et en Ukraine. La position de la Russie, c'est une position expansionniste ou hégémonique? Les deux ne sont pas contradictoires. C'est bien entendu jusqu'à certaines limites. Jusqu'à certaines limites. Bon, je ne vais pas employer les termes de Lebensraum, d'espace vital, mais il y a énormément de différences. Bon, il faut savoir, mais c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire que la Russie a une histoire. Et la majorité de son histoire, elle est commune à elle et à l'Ukraine. Il faut savoir que même le terme d'Ukraine, Ukraine,
en russe, ça signifie la périphérie, ça signifie une partie, une frontière, quelque part, de la Russie, de la patrie. D'où l'importance de cette région pour Vladimir Poutine. Eliezer, je voulais qu'on parle d'un point qui est intervenu hier, la situation des Juifs en Ukraine. Hier, ils ont été obligés de déclarer leur patrimoine. Ils doivent se rendre dans les mairies locales, déclarer leur patrimoine, leur possession, leurs biens. Est-ce qu'on est revenu aux pires heures de l'histoire de l'Europe de l'Est? Il faut savoir que les Juifs là-bas, qui comptent environ 100 000 personnes, c'est le maillon faible. Et les deux parties en présence, tant la Russie que l'Ukraine, veulent accuser leurs opposants d'antisémitisme. Jusqu'à présent, c'était Poutine qui disait qu'en fait, pour pouvoir intervenir, Poutine, il le dit ouvertement, je viens à la défense tant des Russes que des Juifs, qui sont les victimes de l'antisémitisme de pouvoir central à Kiev. À vrai dire, un antisémitisme qui est jusqu'à présent pratiquement inexistant. Maintenant, je pense que ce qui se passe à Donetsk, ce qu'on peut supposer, vu que c'est les pro-russes qui ont émis cette annonce qui, hier soir, a fait la une de tous les Facebook. J'en ai vu 10 copies de différentes sources. C'est assez, en apparence, c'est pas logique. Pourquoi est-ce que les Russes, qui veulent accuser les Ukrainiens d'antisémitisme, fassent êmes preuve d'antisémitisme? Mais là, je pense que c'est tout simplement les autres qui veulent accuser les Russes. Non, vous nous accusez d'être antisémites, c'est vous qui êtes antisémites. Mais là, le problème, c'est que c'est un jeu d'accusation réciproque qui est très dangereux. Pour qui? Avant tout pour les Juifs. Parce que l'antisémitisme, même s'il n'est pas ouvert aujourd'hui, il est présent. Il est présent. Il est sous-jacent. Et effectivement, beaucoup de familles, de plus en plus, des amis à moi, et à nous, et des gens qu'on ne connaît pas, mais qu'on sait, c'est des familles juives, même très, très assimilées d'Ukraine, commencent aujourd'hui à penser à leur alia et à venir en Israël. Merci beaucoup, Eliezer Chédorowski, de ces explications, ce détail. On revient aux essentiels dans la région. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau ce matin. Jeudi 17 avril, l'heure tout de suite d'un rapide rappel des titres. Vous restez avec nous, Eliezer, sur le plateau pour l'instant. Reprise des discussions entre Israéliens et Palestiniens après un report. C'est donc finalement aujourd'hui que Tzipi Livni et Saïb Erekat, les négociateurs israéliens et palestiniens, donc, se rencontrent à Jérusalem sous l'égide de l'émissaire américain Martin Lindick. De retour dans la région pour l'occasion, des discussions sous haute tension au lendemain, vous le savez, d'un attentat près de Hébron qui a coûté la vie à un officier de la police israélienne. 3 pro-russes tués selon le ministère de la Défense ukrainien. La confrontation avec les insurgés pro-russes de l'Est du pays a tourné à la déroute pour les forces du pouvoir pro-européen de Kiev hier. Et ce, quelques heures seulement avant, on vous le disait, les pourparlers décisifs à Genève. La fédéralisation de l'Ukraine, ce sera sûrement la position qui sera défendue par les Russes aujourd'hui lors de ces pourparlers qui s'annoncent plutôt tendus. Corée du Sud, peu de chances de survie pour les 290 disparus du ferry. Les gardes-côtes et les plongeurs de la marine sud-coréenne ont repris leur recherche ce matin à bord du ferry qui a chaviré hier sur la côte méridionale de la Corée du Sud. L'accident a fait au moins 9 morts, c'est le nouveau bilan. 179 personnes ont été sauvées, 290 restent toujours portées disparues. On s'approche de la journée de commémoration de la Shoah, Yom HaShoah, commémoré en Israël le 28 avril prochain. Et on va aborder avec vous, Yael, ce sujet brûlant de la réalité de la vie israélienne, une vérité à laquelle on aurait préféré se passer, de laquelle on aurait préféré se passer, des faits particulièrement choquants. Près de 60 000 rescapés de la Shoah vivent en dessous du seuil de pauvreté. Comment c'est possible ? Je sais, vous n'avez pas envie de le croire, et moi non plus. Et pourtant, c'est vrai. Je vais vous demander de regarder tout d'abord cet article de Ynet qui nous montre que Yair Lapid, le ministre des Finances, vient de débloquer un budget de 1 milliard de shekels, c'est l'équivalent de 200 millions d'euros pour subvenir justement aux besoins des rescapés de la Shoah. Alors, les grandes lignes de ce projet, qui doit être entériné à la Knesset dans les 2 semaines à venir, il sera entériné à la Knesset en général, il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. D'abord, 400 shekels nets en plus dans la poche de ces rescapés de la Shoah et les médicaments
gratuit pour tout le monde. Alors, je ne sais pas exactement à quel point ça va changer la vie de tout le monde, mais Yair Lapid, donc le ministre qui est à l'origine de ce projet, a déclaré « L'État d'Israël a une dette hystérique envers ces rescapés de la Shoah et notre mission est de leur faciliter la vie au cours de leurs dernières années. » Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces mêmes rescapés de la Shoah, ce sont eux qui sont à l'origine du peuplement et de la construction de l'État d'Israël. Et ça, c'est valable pour ceux qui ont survécu aux guerres qu'on leur a imposées après l'Holocauste, après la Shoah, qui sont venus de l'Europe, fatigués, épuisés, après qu'ils aient perdu quasiment toute leur famille et qui ont dû encore vivre toutes ces guerres. Ce sont eux dont on parle qui aujourd'hui se retrouvent dans cette situation-là. Bon, mais alors ce que je comprends bien, c'est que le budget est là, il est voté, il le sera encore plus d'ici à 2 semaines. La bonne volonté et la conscience collective est là également. Les lois existent, mais ces personnes ont faim. C'est exactement cela. C'est exactement et malheureusement cela que je veux dire. Ils ont faim toute l'année, froid tout l'hiver et trop chaud pendant tout l'été. Avec les pensions allemandes qui sont censées leur être versées, avec les subventions de l'État qui sont débloquées pour eux, qui sont mises à leur disponibilité, tout l'élan de volontariat, toute la solidarité des différentes communautés juives, que ce soit en Israël ou bien même à l'étranger, tout est là pour qu'il y ait une structure et une base avec des conditions idéales pour accompagner ces hommes et ces femmes qui mériteraient vraiment quelques instants de répit après la dure vie qu'ils ont menée. Eh bien non, ils se heurtent à la bureaucratie qui est lente et qui est lourde et qui est décourageante. On leur demande de leur amener des justificatifs et des preuves de ceci. Et ça devient interminable et voilà, ils se retrouvent plongés dans le noir parce qu'ils ont des dettes à la compagnie d'électricité. Ils se retrouvent à faire la queue devant les soupes populaires. Je ne sais pas si vous imaginez la situation. Dans la plupart des cas, ces rescapés de la Shoah dépendent donc des œuvres caricatives et ça, il y en a beaucoup. De la bonne volonté des écoliers, par exemple, ou des mouvements de jeunesse qui viennent pour repeindre, faire des petites réparations dans leurs appartements pour essayer d'améliorer ne serait-ce qu'un tout petit peu la vie de ces personnes, de leur faire leurs courses, par exemple. Inutile de vous dire que malgré tout, ces personnes subsistent dans des conditions déplorables. Eliezer, selon vous, le fait que l'État ne parvienne pas à assumer cette responsabilité, c'est une honte, certains qualifient de honte? Je m'efforce de pas trop accuser l'État d'Israël parce qu'effectivement, comme Yael l'a dit, il fait tout ce qui dépend de lui. Bon, la bureaucratie, nulle part, elle n'est idéale, mais je pense qu'effectivement, beaucoup de ces, j'en connais quand même, on connaît tous beaucoup de ces personnes, leur joie effectivement avec toutes ces difficultés. Ils ont leur famille, ils ont leurs enfants, ils ont leurs petits-enfants qui sont là pour eux. Et tout cet élan de volontariat que Yael vient de mentionner, c'est une chose très significative. Alors, très rapidement, Yael, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? Écoutez, déjà, on va voir comment est-ce que la loi passe dans 2 semaines. On va voir si les gens commencent à être un petit peu plus contents. Bon, il y a des élans de générosité. Il y a des très bons restaurants qui, par exemple, réservent une petite table toutes les semaines pour ces rescapés de la Shoah. Il y a des personnes privées comme des médecins, des dentistes qui offrent des soins gratuits à ces gens-là. Même si tout ça, c'est très touchant, il y a quand même une absurdité qui est incroyable, même si c'est un consensus. Et seul Dieu sait qu'il y a très peu de consensus en Israël. Qui sauvera ce problème. Merci Yael de nous avoir éveillés à cette question. Merci beaucoup à vous aussi Eliezer d'avoir été avec nous sur ce plateau. Restez sur i24 News à suivre. On va parler de ces innovations du futur qui vont révolutionner votre quotidien. C'est tout de suite. Retour sur le plateau du Morning pour cette dernière partie avec moi sur ce plateau, Rudy Saada. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Yohan Waki, merci à vous d'être avec nous également. C'est l'heure tout de suite de la revue du web. On va partir, comme de bien entendu, en Algérie. On en a parlé toute la matinée. Le vote se prépare, plus que se prépare. Les Algériens se rendent aux urnes et sur les réseaux sociaux, la présence, voire l'omniprésence du mouvement Barakat règne. Oui, alors Barakat, cela veut dire donc ça suffit. Et depuis un mois, il s'oppose dans la rue et surtout sur les réseaux sociaux. Un 4e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, un grand favori, donc on l'a dit, du scrutin du jour. Le 4e mandat serait celui de trop, selon cette
cette jeune génération qui réclame en Algérie du changement. Le mouvement est réprimé par la police, comme en témoignent les images de cette manifestation qui a été dispersée avant même d'avoir commencé. C'était hier, on parle d'arrestation et de très forte présence policière. Alors autre exemple, cette capture d'écran de la télé algérienne prise hier avec ce commentaire. Enar TV, on va la voir, Enar TV qui diffuse des photos, des bios des membres de Barakat. Manque plus que la mention dead or dead. On n'a pas vu on n'a pas vu la photo, mais voilà. Donc cette image montre en fait des gens de Barakat à la télé avec leur nom pour pouvoir les pointer du doigt. Donc canalisé dans la rue, privé donc de médias, ce mouvement utilise le net pour exister et faire passer son message. Alors vous venez de voir leur page Facebook et il y a aussi un hymne qui a passé les frontières de l'Algérie, c'est Bouteflika, car ce que reproche entre autres avec humour ce mouvement Barakat à Abdelaziz Bouteflika, c'est de briguer un 4e mandat alors que son état de santé est précaire depuis un AVC et surtout de toute la campagne, il n'est pas apparu. Cela a plutôt brillé par son absence. Absolument, cela donne donc cette chanson. On regarde. Dites-moi comment il va, quel est son état de santé. Certains me disent ne t'inquiète pas, il arrive quand même à parler. D'autres disent qu'il ne bouge plus, qu'il n'arrive même pas à marcher. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, ni dehors ni à la télé. Pas vrai, où es-tu Boutef? Dis-moi où es-tu Boutef? Sans même pouvoir parler, tu veux encore être le chef. Un sacré Boutef. Dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins 4 fois que tu brigues un mandat. Et Bouté, 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 Bouté. Donc on le voit bien, plusieurs moyens utilisés par ce mouvement pour faire entendre sa voix. Qu'est-ce qui va devenir après les élections si elles sont remportées, comme cela est anticipé par les prévisionnistes et par un grand nombre de médias, par Bouteflika? Ils ont promis tout simplement de continuer. Pour eux, aujourd'hui, le vote n'est qu'un point de départ. Cette élection n'est qu'un point de départ du changement qu'ils entendent incarner, donc à suivre. Voilà, on parle d'une étude menée par 5 universités à présent. Oui, alors les chercheurs d'Herzliya en Israël, du King College de Londres, des universités de Pennsylvanie, de Georgetown et l'Institut jordanien de la diplomatie, ensemble, dans une même entité, ont publié une étude qui se base sur les analyses pendant 12 mois des pages Facebook et Twitter de 190 combattants étrangers occidentaux en Syrie, dont 55 sont affiliés au front Al-Nosra lié à Al-Qaïda et 14% à un groupe djihadiste, l'État islamique d'Irak et du Levant. Alors, il en ressort que ces 2 prédicateurs sont les plus influents. Et la surprise, c'est qu'ils sont basés à l'étranger et ils n'ont jamais mis les pieds en Syrie. Pourtant, ils jouent un rôle déterminant dans l'embrigadement de jeunes occidentaux à faire la guerre sainte en Syrie. Alors, les 2 hommes, les voici. Ahmed Moussa Djibril, un prédicateur palestino-américain de 42 ans. Il est installé aux États-Unis. Et l'autre que vous voyez à droite, c'est Moussa Serantonio. C'est un Australien de 29 ans converti à l'islam. Alors par exemple, la page Facebook de Ahmed Moussa Djibril représente pas moins de 190 000 likes. Et ce qui est intéressant, donc, c'est de remarquer les différences géographiques, aussi les différences d'origine de ces prédicateurs. Donc ce Centre international d'études pour la radicalisation et de la violence politique, au sein duquel travaillent les chercheurs dont je viens de vous parler, évalué, c'était en décembre dernier, le nombre de combattants étrangers en Syrie, de combattants à 11 000 venus de l'étranger, 74 nationalités différentes, et parmi eux, 2800 seraient soit européens, soit occidentaux. Donc 11 000 personnes environ qui auraient été rassemblées par ces prédicateurs, ou en tout cas ce genre de personnes qu'on a vu à l'écran, qui n'habitent pas du tout en Syrie et qui n'y ont jamais mis les pieds. Absolument, et cela prouve que justement Internet est un outil très puissant dans l'embrigadement et donc la propagande pour la guerre sainte en Syrie. Un outil à manier, donc avec précaution, on le dira jamais assez. Et justement, cette surveillance sur les réseaux sociaux, elle se manifeste partout. Et vous avez une petite mésaventure à nous raconter ce matin. Oui, alors il y a des sujets avec lesquels il ne faut pas
plaisanter sur Internet, plus sur Internet qu'ailleurs. D'ailleurs, c'est l'histoire d'une menace reçue par la compagnie American Airlines émanant du compte Twitter d'une certaine Sarah de Rotterdam aux Pays-Bas. On va voir son tweet. Alors, bonjour, mon nom est Ibrahim, je viens d'Afghanistan, je fais partie d'Al-Qaïda et le 1er juin, il va se passer quelque chose. Bye bye. Réponse de la compagnie, Sarah, nous prenons ces menaces avec beaucoup de sérieux. Votre adresse IP et vos informations vont être transmises au FBI. Alors, après ce tweet, la jeune femme... Qui est cette Sarah ? Eh ben oui, elle panique, elle s'excuse et elle dit que c'était une blague, elle est effrayée, elle supplie de ne pas envoyer ces infos au FBI, mais cela n'a pas empêché la police néerlandaise de venir l'arrêter. Et Sarah n'a en fait que 14 ans, mais la police l'a interpellée pour montrer l'exemple et aussi parce qu'elle a eu un gros retentissement sur le web, donc à parier qu'elle ne recommencera plus ce genre de très mauvaise blague. Et on espère que ça créera un précédent, un autre internaute qui lui aussi ne recommencera plus. Oui, alors... L'indigestion de selfie, on commence à y arriver un petit peu. Johan, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Alors la dernière tendance, ce sont les selfies un peu extrêmes, voire dangereux. Par exemple, ceux qui se prennent au volant en photo. Alors Jared Michael, c'est un adolescent. Lui, il a voulu jouer un selfie de l'extrême. Son plan, c'était de se filmer en bordure d'un chemin de fer au moment où un train passait derrière. Pour lui, il était à distance de sécurité. Mais en tout cas, cette imprudence n'a pas du tout plu au conducteur. Regardez. Voilà, on va peut-être regarder la scène au ralenti, c'est-à-dire le conducteur sort son pied, il klaxonne, il sort son pied et donc lui décoche un coup assez violent. Alors je sais pas si on a le ralenti, on l'a pas, mais voilà, en tout cas cette vidéo a fait le tour du web. Hier, elle était, voilà, on voit le ralenti, regardez, paf, la violence de ce coup de pied. Il ne recommencera plus, il l'a pris avec un peu d'humour et avec un peu de glace à mon avis. Voilà, donc c'est une illustration, il ne recommencera plus. Ouais, est-ce que vous croyez, Rudy, Johan, je vous pose la question à tous les deux, tant qu'à faire qu'on était mis au temps des pharaons, sans tweet, sans Facebook, sans tout ça, quand même, non? Chaque époque a son... Il faut réussir à gérer le Internet à la mode actuelle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous allez voir, on va en reparler juste après. Alors, on n'était peut-être pas mis au temps des pharaons. En revanche, on a fait en Israël, au nord du pays, une découverte archéologique substantielle, un sarcophage de plus de 3000 ans qui portait les références de l'époque égyptienne, de l'ère de Séti Ier. Regardez plus de détails dans ce sujet. Israël n'en a pas fini de révéler ses secrets. Lors de la construction d'un gazoduc dans le nord du pays, un cercueil vieux de 3300 ans a été découvert dans une des tranchées qui avait été creusée. La découverte a été faite le mois dernier dans la vallée de Jezreel, plaine fertile d'Israël et lieu d'importantes implantations humaines anciennes et modernes. Un poignard en bronze et un certain nombre de vases d'argile ont été trouvés sur le site, ce qui suggère que le défunt était un personnage important dans la communauté locale. Il est possible qu'un Cananéen soit enterré dans ce cercueil et qu'il travaillait pour l'administration du roi Séti. Nous n'excluons pas la possibilité que cela pourrait être simplement une personne aisée, riche et qui connaissait les coutumes des Égyptiens. Canaan est un terme utilisé dans le récit biblique pour décrire la partie du Proche-Orient située entre la Méditerranée et le Jourdain avant sa conquête par Josué et les tribus d'Israël sorties d'Égypte. Cette découverte laisse aussi penser que des Égyptiens s'étaient établis dans la région. Cela renforce l'hypothèse qui était effectivement déjà connue de nous, que les rois égyptiens pendant la 19e dynastie vivaient au pays de Canaan. Ils ont influencé la culture matérielle des Cananéens et ils ont laissé leur marque, en particulier dans cette région de la vallée de Jezreel et Beth-Shean, vallée que l'Égypte voulait contrôler. Cette région s'étendait vers le sud du Liban à travers la bande de Gaza et la vallée du Jourdain, ce qui inclut l'État d'Israël d'aujourd'hui et les territoires palestiniens. Ce cercueil est le premier à être découvert dans la région depuis un demi-siècle. La vallée de Jezreel, un des endroits surprenants où la Bible et l'histoire se rencontrent. Alors, Rudy, qu'est-ce qu'il aurait dit Moïse ou Séti Ier ou tout? Non, mais il y a une vidéo comme ça qui avait fait le buzz il y a un an, on en parlait pendant le reportage, de ce qu'aurait donné le conte
Facebook de Moïse à l'époque de la sortie d'Égypte. C'est une vidéo assez drôle, j'essaierai de vous la présenter ou de la mettre sur mon compte Twitter. Let my people go. Voilà, c'est à suivre sur le compte Twitter de Rudy Saada. On va continuer avec vous, Johan. Chronique Conso Tendance, une chronique aujourd'hui tournée vers les produits du futur. Exactement, alors plusieurs produits du futur. On va parler notamment d'imprimantes, avec des imprimantes d'un nouveau genre, une imprimante qui pourrait changer votre quotidien. En tout cas, elle a été présentée au salon Think Next Innovation la semaine dernière en Israël. Je vous laisse la découvrir en images, on en parle juste après. Voilà. Oui, il suffisait d'y penser. Il suffisait d'y penser et c'est souvent comme ça avec les bonnes idées. Alors vous l'aurez compris, l'ingéniosité de cette imprimante réside dans le fait que ce n'est plus le papier qui se déplace mais l'imprimante. Du coup, la taille du produit est fortement réduite et on peut l'emporter partout avec soi. En tout cas, ça a donné beaucoup d'idées au sein de la rédaction. Même notre rédacteur en chef se revoyait à l'époque où il était étudiant, courir à droite à gauche. Ça, c'est quelque chose qui sera révolu avec ce type d'imprimante. Pareil pour les contrats, imaginez qu'on se mette d'accord sur un accord quelconque. On peut l'imprimer en direct et le signer. Voilà. L'imprimante est contrôlée depuis son téléphone portable, le fichier envoyé sur le téléphone portable. Très pratique, nouveauté. Je vous dirai pas, Johan, les commentaires de ce fameux rédacteur en chef en question dans mon oreillette pendant que vous parlez. Alors, c'est déjà commercialisé Non, pas encore. On en est au développement et vous pouvez d'ailleurs participer à la campagne de crowdfunding, c'est-à-dire de rassemblement de fonds pour aider au développement du produit. Allez-y, parce que c'est une bonne idée. Est-ce qu'on en connaît le prix? On ne connaît pas encore le prix. On ne connaît pas encore le prix, c'est voilà, quelque chose qui ne devrait pas tarder à arriver. Le produit pèse 300 grammes, donc très facile à emporter, c'est pas très lourd. Et voilà, dans son sac, autre invention ce matin? Autre invention, alors cette fois un peu plus sportif. Si vous avez l'habitude de vous balader à Tel Aviv, ce qui a priori est le cas, vous verrez que les Israéliens sont fans d'engins en tout genre, de vélos électriques, de trottinettes électriques et de choses indéfinissables et innommables. Alors je vous en présente un nouveau, ça s'appelle le Mi-Mover. C'est un engin qui permet de faire du vélo de façon écologique et de faire du sport en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, pour déplacer l'engin, il faut faire exactement les mêmes mouvements que sur une machine de step. Vous savez, le stepper. Donc vous travaillez tout le corps, vous travaillez les jambes, les cuisses, etc. et vous vous déplacez de façon complètement nouvelle. Pour le coup, j'ai le prix de ce produit, environ 1 000 € puisqu'il est déjà en vente sur la toile. C'est pas donné pour ce que c'est. C'est pas donné, mais ça évite l'abonnement à la salle de sport. Ça évite l'abonnement à la salle de sport, exactement. C'est électrique? Il n'y a rien d'électrique? Il n'y a rien d'électrique, c'est totalement mécanique par la force de vos jambes. L'huile de coude, l'huile de genou. Exactement. Bon, et donc ça, c'est à venir bientôt. C'est déjà en vente, c'est déjà en vente sur Internet. Troisième innovation, on revient sur une imprimante, mais alors une imprimante complètement différente. On entend beaucoup parler depuis plusieurs mois, ce sont les imprimantes 3D. On voit toutes sortes de produits de plus en plus être développés pour pouvoir être imprimés sur les imprimantes 3D. Et bien là, je vous le donne en mille, on va bientôt pouvoir imprimer de la nourriture. Alors, c'est l'imprimante, je savais que ça allait vous plaire, l'imprimante 3D alimentaire. Ça fonctionne de la même façon qu'une imprimante classique, sauf qu'à la place des cartouches d'encre, on met des cartouches de nourriture liquide à base de gélatine. Vous pourrez trouver des cartouches de viande, des cartouches de légumes. Ça s'imprime directement dans votre assiette. Est-ce que vous avez goûté? Ce qu'on voit à l'image, ça a été imprimé par l'imprimante alimentaire. C'est incroyable. Ouais. En fait, ça permet, les liquides alimentaires permettent d'imprimer des aliments solides qui fondent très rapidement une fois en bouche. Alors, pour l'instant, ce n'est qu'en développement, on en est au tout début de ce genre de choses. Ça donne juste un petit aperçu de la nourriture du futur. En tout cas, ça pourrait changer beaucoup de choses dans nos usages. Imaginez que vous êtes chez vous, vous commandez dans n'importe quel restaurant à manger, 30 secondes plus tard, c'est directement chez vous, imprimé depuis votre ordinateur. Ça vous dit, Rudy? C'est effrayant. C'est effrayant, ça risque fort d'arriver. On imprime depuis quelques jours des maisons en 3D, en Chine notamment. Donc les premières maisons en 3D ont été imprimées. La nourriture devrait vraiment pas tarder. Bon, alors votre prochain plat que vous commandez, Rudy, avec cette imprimante... De la gélatine d'hamburger, peut-être. Quelque chose comme ça. Hamburger 3D, bah pourquoi pas. Johan, en tout cas, vous n'avez pas goûté. Non, j'ai pas pu goûter, mais j'aurais bien goûté pour l'expérience. Donc on restera avec ce petit goût amer ou pas, finalement, en bouche. Moi, je me souviens qu'à l'école, on nous parlait des pilules de soma
Vous vous souvenez, dans Le meilleur des mondes avec Aldous Huxley? Et ben voilà, on n'en est pas loin. C'est notre meilleur des mondes à nous. Il a été exposé par Yohan Waki et Rudy Saada ce matin, ainsi que toute l'équipe du Morning. Merci à notre équipe, merci à vous de nous avoir suivis. Prochain journal dans quelques petites minutes, un tout frais journal de la rédaction. Restez avec nous. Excellente journée à vous sur A24 News.